Voici le 4-3-3, l'une des formations les plus connues du football mondial. C'est un système historique utilisé par des équipes extrêmement performantes. En 1970, c'était la formation de l'équipe nationale brésilienne pour remporter la Coupe du Mexique. En 1974, elle a servi de base au football total des Pays-Bas, sous la direction de Rinus Michels, qui mettait l'accent sur le pressing intense et les permutations de position. Du Milan d'Arrigo Sacchi au Barça de Pep Guardiola, elle s'est imposée comme l'une des structures tactiques les plus fondamentales et adaptables de l'histoire du football. Voici le 4-3-3 sur notre terrain. Même si ce n'est peut-être plus aussi évident aujourd'hui, le 4-3-3 a longtemps été le système préféré des entraîneurs adeptes du jeu de position. En effet, lorsqu'on pense à la logique des 5 couloirs, droit, gauche, central et les 2 demi-espaces, on obtient un système parfaitement équilibré, avec des paires formées dans chaque zone. Il est bien réparti non seulement verticalement, mais aussi horizontalement. De plus, cette structure est très utilisée car elle permet une transition fluide entre différents systèmes, aussi bien en phase offensive qu'en phase défensive. En commençant par le point de vue offensif, analysons le terrain d'attaque. Nous avons un 4-3-3 bien en place. Cependant, lors de la possession, quand une équipe repousse son adversaire dans ce qu'on appelle une attaque positionnelle, elle ne reste généralement pas dans le 4-3-3, mais passe à d'autres structures. Le système devenu quasiment standard est le 3-2-5, aujourd'hui le plus utilisé quand une équipe attaque positionnellement à partir du milieu de terrain. Dans cette structure, 3 joueurs assurent la première relance, 2 se positionnent un peu plus haut, et 5 occupent la ligne offensive, en occupant chacun des 5 couloirs du jeu de position. Le 4-3-3 permet de passer très facilement à cette structure. À partir de la base du 4-3-3 avec des déplacements très courts, les joueurs peuvent former le 3-2-5. Si l'on trace les lignes du système original, on constate que la ligne offensive reste proche. La ligne médiane ne subit que quelques ajustements, et en gros, la ligne défensive se décale légèrement vers la gauche, avec le latéral gauche qui devient un milieu supplémentaire. Dans ce modèle, tandis que le milieu défensif se décale vers la droite, la déformation des lignes originales est minime. Bien sûr, il existe différentes manières de passer d'un 4-3-3 à un 3-2-5. Par exemple, un latéral peut rester plus large, le numéro 6 peut occuper la position du 11, le 11 peut monter dans celle du 10, et le 10 redescendre dans celle du 6. Il existe de nombreuses variantes, mais ici nous présentons un exemple avec des déplacements très courts. Ainsi, le 4-3 permet de passer non seulement à la structure du 3-2-5, mais aussi à d'autres que nous verrons plus tard. Restant sur le 3-2-5, le 4-3-3 a tendance à accueillir des joueurs dont les caractéristiques s'adaptent très bien aux exigences de ce système offensif, notamment les rôles des milieux et des ailiers. En général, les ailiers sont plus techniques, jouent sur leur mauvais pied et sont plus efficaces lorsqu'il s'agit de provoquer en 1 contre 1. Pour maximiser leur potentiel, on cherche souvent à les maintenir très larges, collés aux lignes latérales. Mais le point central, ce sont les milieux. De manière générale, ce sont des joueurs plus techniques, dynamiques et capables d'évoluer dans des espaces réduits grâce à leur qualité technique. Dans le 4-3-3, selon le schéma de base, ce sont les numéros 8 et 10 qui jouent ce rôle. Lorsqu'une équipe passe au 3-2-5, ils occupent naturellement ces positions, en avançant légèrement pour se placer dans la zone que l'on appelle les demi-espaces. L'importance de les avoir déjà là devient évidente lorsqu'on observe les défenses adverses. Aujourd'hui, l'un des systèmes les plus utilisés pour défendre en bloc bas est le 4-4-2. Le 3-2-5 s'adapte très bien face au 4-4-2. Dans la phase initiale de la construction, on retrouve une situation de 3 contre 2, c'est-à-dire une supériorité numérique à la relance. Plus haut, les 2 milieux peuvent se placer entre les lignes, derrière la première ligne de pression, pour faire progresser le ballon. Et dans le dernier tiers, cela crée une situation de 5 contre 4. Le point clé concerne les 2 joueurs qui occupent les pockets, c'est-à-dire les zones situées entre le défenseur central, le latéral, l'ailier et le milieu défensif de chaque côté. Comme mentionné, le 4-3-3 maintient généralement les milieux dans ces zones, les plus adaptés pour jouer dans des espaces courts. Contrôler, se retourner rapidement ou jouer en une touche. Ce sont des zones cruciales à exploiter. Bien sûr, la nécessité d'avoir des joueurs techniques dans ces zones dépend de l'objectif.
Un bon exemple est Arsenal. Arsenal illustre très bien le type d'avantage que l'on peut créer. L'équipe peut avoir Ødegaard d'un côté et Eze de l'autre, ou Eze et Rice, ou encore Rice et Ødegaard. Cela varie selon les profils des joueurs. Par exemple, avec Ødegaard et Eze, on a deux profils très techniques. Avec Calafiori et Merino, on gagne davantage de présence dans la surface pour les ballons aériens. De manière générale, la tendance est d'avoir des milieux techniques et dynamiques, et le 4-3-3 a l'avantage de les placer naturellement dans ces zones clés. Cette flexibilité ne se limite pas à la phase offensive. Le 4-3-3 peut également se transformer facilement en un 4-1-4-1, un système défensif qui place un milieu défensif entre les deux lignes pour protéger l'espace vulnérable. Le schéma est très similaire à celui du 4-3-3. Une ligne défensive, une ligne de 3 milieux, 8, 5 et 10, et la ligne offensive composée de 2 joueurs excentrés et un plus avancé. La différence réside dans l'alignement. Les ailiers s'alignent avec les milieux plus avancés et le numéro 5 protège l'espace entre les lignes. Ainsi, une équipe qui utilise le 4-3-3 comme structure de base peut passer facilement d'un positionnement défensif en 4-1-4-1 à un positionnement offensif en 3-2-5, ce qui facilite énormément les transitions. En plus du 3-2-5, dans certaines situations, l'équipe peut adopter un 2-3-5, un système similaire qui apporte d'autres avantages. Le 4-3-3 se transforme encore plus naturellement en 2-3-5. Dans cette structure, on retrouve 2 défenseurs, une ligne de 3 formée par les 2 latéraux et le milieu défensif, et la même ligne de 5 attaquants que précédemment. La différence entre le 3-2-5 et le 2-3-5 dépend de la structure défensive de l'adversaire. Face à une équipe en 4-1-4-1, le 2-3-5 peut être plus approprié que le 3-2-5, qui est peut-être plus efficace contre un 4-4-2. Contre une équipe avec un seul attaquant, il n'est pas nécessaire d'avoir 3 joueurs à la relance. 2 suffisent pour créer une supériorité numérique. Cela permet d'avancer les 2 latéraux et de les maintenir ouverts, avec le milieu défensif au centre. Le reste de la structure reste quasiment identique. Le 2-3-5 conserve également très bien la forme du 4-3-3. Si l'on trace les lignes, les changements concernent essentiellement la hauteur des latéraux et des milieux. La structure reste très cohérente, avec très peu de déplacements par rapport au positionnement initial. En résumé, le grand atout du 4-3-3 est précisément cette flexibilité qui permet de passer entre 3 systèmes différents. Le 4-1-4-1 sur le plan défensif et le 3-2-5 ainsi que le 2-3-5 sur le plan offensif. Pratiquement tous les systèmes actuels peuvent s'adapter pour attaquer une défense en place, mais le 4-3-3 se distingue par la facilité avec laquelle il passe d'une structure à l'autre sans grands ajustements. C'est essentiellement cela. Je vous laisse ici l'un de nos précédents épisodes. Je vous recommande vivement d'y jeter un œil. À très bientôt. Merci.